lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Bonjour à tous pour le Zoom. Aujourd'hui, je reçois le président des Patriotes, Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Alors, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler dans ce Zoom de toute l'actualité, aussi bien française qu'internationale. Mais pour commencer, Florian Philippot, vous étiez incontestablement la figure politique de proue dans la lutte contre la gestion sanitaire autoritaire du gouvernement et d'Emmanuel Macron dans la crise du Covid-19. Lundi, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sanitaire. Plus de passe sanitaire, est-ce que cela suffit à vous satisfaire ? Non. Non, alors honnêtement, c'est mieux que ce qu'on aurait pu avoir. Je pense que si Macron avait eu la majorité à l'Assemblée nationale, on avait un passe vaccinal. On va être clair. Et s'il ne se passait rien depuis 2 ans, si on n'avait pas manifesté une résistance, on y aurait eu droit. Voilà, on aurait eu le passe vaccinal et tout le reste. Ceci dit, non, ça ne me convient pas parce qu'il y a le principe même, si vous voulez, de ces restrictions de liberté, puisqu'il y a toujours un test possible, déclenché par un décret du Premier ministre, donc sans vote, aux frontières, mais aussi entre la métropole et l'outre-mer. Donc on reste quand même dans cette logique, avec en plus maintien des outils de contrôle, des outils de comptage, et des données, etc. Donc ça, c'est quand même très malsain. Et puis le conseil scientifique est remplacé par un conseil permanent. Et puis, surtout, les suspendus ne sont pas réintégrés. Puisqu'il est écrit dans cette loi qu'on doit se reporter à un avis de la Haute Autorité de Santé, mais pour l'instant, la Haute Autorité de Santé, elle a dit niette. Enfin, le problème, c'est que la Haute Autorité de Santé, de toute façon, ce sont des membres qui sont intégralement nommés par le Président de la République, si vous regardez sa composition. Donc, faire croire que c'est une autorité indépendante, c'est une vaste blague. Donc non, je ne me satisfais pas de ça. On a évité le pire. C'est bien de se mobiliser. On l'avait fait encore le 11 juillet devant l'Assemblée nationale. Des députés, d'ailleurs, étaient venus nous voir. Je crois qu'on avait réussi à avoir une vraie influence sur les votes. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut se débarrasser intégralement de cette logique liberticide, de cette logique complètement dingue en fait, irrationnelle parce que ça ne sert à rien du point de vue sanitaire et en plus extrêmement dommageable du point de vue des principes. Si on revient sur cette question de la réintégration des soignants, on voit que la Macronie n'en veut pas, sans rentrer dans les considérations purement sanitaires, ce que ne fait pas non plus le gouvernement d'ailleurs, mais on va éviter puisqu'on est sur YouTube, donc sinon ça va encore nous valoir de la censure. Comment vous voyez cela ? Pourquoi, selon vous, ils résistent encore alors qu'on sait que les hôpitaux ne tiennent plus, qu'il manque des soignants partout ? Pourquoi ne pas vouloir réintégrer ces soignants non vaccinés qui ont passé presque 1 an suspendus, sans salaire et sans aucun argent, tout simplement ? Oui, les soignants et tous les autres. Il y a plein de pompiers, il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des personnels administratifs aussi d'ailleurs dans les hôpitaux et ailleurs. Je pense qu'il y a une espèce de volonté de ne pas se dédire en fait. De se dire, voilà, on a fait ça, maintenant... Certains ont fait l'effort, comme ils disent, de se faire vacciner. Ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ce qui est délirant. On parle de santé, quoi. Normalement, bon. Eux ont fait l'effort, donc on ne peut pas donner finalement les mêmes avantages, c'est-à-dire simplement avoir le droit de bosser, à ceux qui n'ont pas fait l'effort. Donc il y a une volonté de rester dans son raisonnement. C'est très pervers, en fait. Et donc de continuer à punir, je ne sais plus quel médecin de plateau, qui lui, pour le coup, est favorable à la réintégration, après avoir été contre pendant très longtemps, dit non, c'est bon. Je crois que c'est Pelou qui a dit « ils ont été suffisamment punis, donc maintenant on peut les réintégrer ». Donc c'était une punition. Donc ça n'était pas sanitaire. Vous voyez ? Ils sont en train finalement d'avouer les choses là aussi, de cracher le morceau. Donc en tout cas c'est totalement inhumain. Ça fait pour certains 1 an qu'ils ne sont plus payés. Je crois même que c'est complètement anticonstitutionnel, complètement illégal, parce qu'ils n'ont pas 1 centime pour survivre. On n'assure même pas leur subsistance minimum. Et ils ne sont pas licenciés en plus. Ils ne sont pas licenciés, donc on est dans un énorme problème. Et on voit bien qu'il y a... au-delà des personnels suspendus, il y a un effet, je crois, beaucoup plus massif. Moi, je pense beaucoup que ces personnels suspendus, c'est la face émergée de l'iceberg. En réalité, on ne tient pas compte de tous ceux qui sont en arrêt maladie, de tous ceux qui sont déjà partis, qui ont changé de métier, ou qui sont partis travailler par exemple en Suisse, ou dans d'autres pays où il n'y a pas l'obligation vaccinale, il y en a beaucoup. Et puis, encore plus important à mon avis, toutes les vocations qui sont loupées à cause de ça. Tous les jeunes qui voulaient faire soignant, qui voulaient faire pompier, ou tous ceux qui voulaient s'engager comme pompiers volontaires par exemple. Eh bien, ils ne le font pas parce qu'ils savent qu'il y a l'obligation vaccinale. Et ça, à mon avis, c'est des dizaines de milliers de bonnes vocations qui sont perdues chaque année. Donc en fait, ça a un impact majeur sur l'effondrement de l'hôpital
Et de tout le reste, quand on voit la forêt française qui brûle, etc., est-ce qu'on n'aurait pas besoin de 5000 pompiers supplémentaires ? Bien sûr que si. Alors on a l'impression que ces soignants suspendus ne sont pas les seuls à s'inquiéter pour leur travail, parce qu'il y a également les médecins de Plateau TV qui ont peur de voir la disparition du Covid-19 arriver. Heureusement, variole du singe. Ils ont trouvé la variole du singe. Heureusement, il y a la variole du singe. Heureusement, il y aura sûrement, le ministre Braun nous l'a déjà dit, la 8e puis la 9e vague. Donc ça va, je pense qu'ils ont encore un peu de boulot devant eux. C'est vrai qu'ils ont été ces derniers temps plutôt remplacés par les consultants militaires de l'OTAN. Qui venait nous expliquer à quel point M. Zelensky a de beaux yeux et à quel point il faut faire la guerre à la Russie. Mais c'est vrai on leur avait un peu volé la vedette avec le militaire, mais je n'ai pas d'inquiétude pour eux. Il y a un avenir tout tracé qui s'appelle variole du singe et qui s'appelle retour du Covid à la rentrée. Alors pour la variole du singe, premier vaccinodrome mis en place à Paris cette semaine, le 26 juillet. Comment vous voyez ça ? Est-ce que vous avez l'impression que l'un va succéder à l'autre, tout simplement ? Ou coexister, peut-être, encore mieux ? Peut-être s'additionner. Il s'est passé quelque chose d'inédit. Il faut quand même que chacun le mesure. L'OMS, pour la première fois, a pris une décision contre son comité d'experts. 9 experts sur 15 ont dit qu'il ne fallait pas déclencher l'alerte maximum concernant la variole du singe. Donc 9 contre ce déclenchement et 6 pour. Et pourtant, le numéro 1 de l'OMS, Dr Tedros, a dit on déclenche. Et ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire contre son comité d'experts. Donc là, on voit bien qu'on est plus dans la politique que dans le sanitaire. Il faut faire peur. On voit bien que les reportages se multiplient sur la variole du singe, des témoignages. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je constate qu'il n'y a pas de mort. Alors on dit que ça peut être extrêmement douloureux, c'est extrêmement problématique si c'est douloureux. Il faut soigner tout ça, il faut faire en sorte que ça ne se diffuse pas, d'accord. Mais là, on rentre tout de suite dans une logique, vous voyez, du tout vaccinal à nouveau, avec d'ailleurs un vaccin qui est celui de la variole, qui n'est pas celui de la variole du singe. Alors on nous dit c'est bon, ça marche. Bon. Très bien, j'aimerais bien voir les études, les essais cliniques là-dessus. On m'a rien montré de tout ça. Et puis tout de suite, on ouvre un vaccinodrome géant en Ile-de-France. Et puis ce matin, j'entendais un médecin de plateau, on en parlait, nous dire « Ah, mais vous savez, pour l'instant, parce que c'est vrai, on dit c'est beaucoup les populations homosexuelles qui ont multi-partenaires, etc. etc. Bon. Mais de toute façon, ça va forcément se diffuser et ça concernera la population générale, y compris les enfants. » Donc oui, ça ressemble beaucoup à la logique du Covid. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que demain, il y aura un pass anti-singique ou je ne sais quoi tout est possible. Alors on va rester toujours en France avec le Parlement qui examine aussi le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Là encore, on l'a vu, la majorité d'Emmanuel Macron a bien du mal à s'imposer dans ce nouveau Parlement. Comment vous voyez ça ? Il y a une aide au carburant, une aide au fioul qui à chaque fois a un coup de pouce de la part de l'opposition. Est-ce que finalement les Français peuvent s'attendre à avoir un projet de loi plutôt satisfaisant pour la rentrée selon vous ? Non, alors honnêtement, heureusement que l'opposition fait quand même passer des choses. Je rappelle qu'elle est majoritaire. Ça serait dommage qu'elle n'arrive pas à faire passer des choses. Elle est majoritaire mais morcelée. Oui, certes, elle est morcelée, mais elle a le droit d'être un petit peu intelligente. Alors de temps en temps, elle l'est. Là, je crois que sur l'aide au fioul, effectivement, LR, NUP et RN se sont mis d'accord et ça passe puisqu'ils ont 50 députés d'avance sur les macronistes. J'aurais aimé que ça passe dans d'autres contextes. Sur la loi Covid, malheureusement, ça n'est pas passé. Et j'aurais aimé qu'ils imposent la réintégration des suspendus. J'aurais aimé qu'ils imposent la levée du secret défense sur la gestion du Covid qui sévit depuis 2 ans et demi. J'aurais aimé beaucoup de choses. Alors, ils font passer quelques mesures, tant mieux. C'est mieux ça que l'inverse, qu'une Macronie, une armée de 300 Playmobil qui décide systématiquement. Mais objectivement, je vais être honnête, par exemple, moi j'aurais aimé qu'ils votent la motion de censure. Parce que je pense que si on imposait des motions de censure permanentes, régulières à ce gouvernement, aucun gouvernement ne serait possible. Et celui qui finirait par sauter, le maillon qui finirait par être obligé de partir, c'est Macron lui-même. Et si Macron, regardez ce qui se passe en Italie. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces députés qui considèrent que jouer la destitution, jouer le renversement du gouvernement, c'est finalement perdre beaucoup de temps et ne pas permettre aux Français d'avoir une vie meilleure, alors qu'ils souffrent aujourd'hui de ce pouvoir d'achat qui baisse ? Non, mais tant qu'on aura les macronistes au pouvoir, on n'aura pas de vie meilleure. Et là, ils vont mettre quelques petits sparadraps régulièrement, mais le problème, c'est que Macron, à côté, leur coupe la jambe. Donc on met un sparadrap sur une jambe de bois et on dit que ça va mieux. Non, tant que cette caste-là est au pouvoir, ça n'ira pas mieux pour les Français, ça ira de pire en pire. Là, on va vers un hiver où ils vont nous additionner toutes les crises. Ils vont nous additionner l'inflation, les restrictions sanitaires, les restrictions énergétiques, la crise de l'euro, etc. etc. Et tout ça, soit on s'en débarrasse et on prend la mesure du problème
et on prend les mesures nécessaires pour que ça cesse. Et notamment, moi, je crois beaucoup à cette histoire d'additionner les motions de censure pour obliger Macron à dégager. On peut l'obliger à partir. On peut même l'obliger à partir définitivement, puisque l'article 6 de la Constitution dit qu'on peut faire uniquement 2 mandats consécutifs. Or, il aura déjà fait 2 mandats consécutifs, même si le dernier n'aura pas été complet, mais peu importe. Et donc il ne pourra même plus représenter. Et oui, on sera débarrassé au moins 5 ans. Après, il pourra revenir après un éventuel mandat. Enfin, tout ça devient de la science-fiction. Mais là, au moins, il serait obligé de partir. Mais ça, c'est dans la main de l'opposition. Ça, c'est réaliste ? Bien sûr que c'est réaliste. Si l'opposition veut, elle peut. Il faut se mettre un minimum d'accord. C'est vrai qu'il faut dépasser un tout petit peu les intérêts de boutique et de chapelle. Il faut penser un tout petit peu à l'intérêt de la France et du peuple français. Mais ça a été fait, on l'a vu, Florian Philippot, vous l'avez dit vous-même. La NUPES arrive à voter avec le Rassemblement national, avec les LR. Ça se fait de temps en temps. Mais je ne voudrais pas, si vous voulez, que ça se limite à quelques petits sparadraps de temps en temps. On va faire un chèque de 250 millions d'euros sur le fioul et tout, tant mieux. Je crois que les Français vont le prendre. Et je ne dis pas le contraire. Mais fondamentalement, regardez cette loi pouvoir d'achat. Fondamentalement, c'est quoi ? C'est un catalogue de chèques. Les chèques, c'est précaire, c'est provisoire, et ça n'est pas certain que ça vous arrive vraiment dans la poche. Par exemple, la prime Macron, dont on triple le montant, alors tout le monde écoute ça ébahi, en disant il va tripler nos primes. Non, on triple à 6 000 euros le montant maximum possible. Mais la plupart des Français n'ont même pas touché le montant maximum actuel de 2 000 euros. Voire et puis ils n'ont pas touché. La prime Macron, c'est pas versé par Macron, accessoirement. Ça n'est pas versé par Macron, ça n'est évidemment pas obligatoire, ça ne compte pas dans votre retraite, etc., etc. Donc il y a quand même un vrai problème. Moi, j'aimerais qu'une opposition conséquente parle du vrai sujet. Quel est le niveau des salaires en France ? Quel est le niveau des retraites ? Comment on réindustrialise notre pays ? Comment on fait face à une concurrence déloyale qui est déchaînée par l'Union européenne, qui vient de signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande le 30 juin dernier, ce qui fait que beaucoup de nos éleveurs, notamment les producteurs de lait, vont faire faillite. J'aimerais qu'on aborde ce genre de questions très sérieuses. La crise de l'euro, ils sont en train d'en parler en Italie. Ils se posent des questions. Est-ce qu'on reste dans l'euro qui nous plombe ou est-ce qu'on s'en va ? J'aimerais qu'on ait le même débat en France. Et les oppositions ont la capacité de porter ce genre de débat de fond. Et vous voyez bien que là, on quitte le catalogue de mesurettes et de chèques précaires pour aller sur les vrais sujets de fond, pour vraiment assurer la renaissance de la France. Mais ça n'est pas aujourd'hui le rôle que jouent les oppositions. Elles peuvent jouer un rôle salutaire à certains moments et elles l'ont fait, tant mieux. Dans d'autres moments, elles n'ont pas été capables de se mettre d'accord et donc il y a eu la loi Covid et donc il y a eu le rejet de la motion de censure et je pense que c'est une bêtise. Et surtout, structurellement, pour le moment, mais on va faire le lobbying nécessaire pour que ça change, vraiment, elles n'arrivent pas à poser des questions de fond pour sortir du logiciel macroniste. Il faut sortir du logiciel macroniste. Il ne faut pas s'adapter à Macron. Il faut le bousculer, il faut le renverser. Il faut faire en sorte qu'on soit dans un autre logiciel. Quand vous voyez que justement en Italie, Mario Draghi vient de démissionner, quand vous voyez ces agriculteurs qui descendent dans la rue, qui bloquent tout aux Pays-Bas, après notamment ce traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, vous vous dites peut-être, nous on a mis beaucoup de monde dans la rue pour le pass sanitaire, et c'est vrai, vous étiez encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet élan populaire, mais pour autant, on n'a pas bougé. On est toujours au même point. Emmanuel Macron a été réélu. Bon, il n'a plus l'Assemblée à sa botte. Je crois qu'on a évité le pire, honnêtement. On n'a pas eu l'obligation vaccinale en France. On n'a pas eu des choses qu'on a vues ailleurs. Ça, c'est certain. On met des sujets sur la table. Et peut-être qu'on va aussi, vous savez, on va faire une très très grosse manif à la rentrée. On va diversifier les sujets. Parce qu'on voit bien que maintenant, on est dans des sujets, par exemple, les restrictions énergétiques, la question effectivement du libre-échange, ça mérite aussi d'être porté dans la rue. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, par des manifs et par d'autres modes d'action concrets. On est en train d'y réfléchir. Et on va ouvrir large. On va inviter tout le monde, y compris d'ailleurs tous les députés et sénateurs d'opposition. Ils vont tous recevoir leur carton d'invitation, parce qu'on est à un moment historique. Alors c'est vrai, ça bouge beaucoup aux Pays-Bas, les paysans bougent, rejoints par les routiers, etc. Magnifique. Parce qu'il faut dire aussi, le gouvernement néerlandais est le premier qui a mis en place le plan européen, vous savez, de contraction de l'agriculture. C'est un plan qui vous dit on va supprimer 30% des exploitations agricoles en 5 ans. Surtout les petites, de préférence d'ailleurs. Bah, bien sûr, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas. La France ne s'est pas engagée dans ce chemin. Enfin, il y a eu beaucoup de saccages dans l'agriculture depuis des dizaines d'années, on le sait. Mais là, il y a une accélération que demande l'Union européenne. La France, pour l'instant, n'en parle pas à ses paysans. Mais ça viendra. Donc il faut aussi qu'on se prépare. Et le libre-échange, la Nouvelle-Zélande et tout le reste, bien sûr, s'additionne à ça. L'Italie, je crois qu'ils ont la chance d'avoir une opposition qui, à mon avis, pose les vraies questions. Fratelli d'Italia, qui est en tête aujourd'hui dans les sondages, avec Giorgia Meloni qui dirige ce parti, 24% d'intention de vote, a doublé largement la Ligue. La Ligue est tombée à 14%. Pourquoi ? Parce qu'elle va sur les vrais sujets. Vous l'entendez parler de l'euro, elle est hyper claire.
beaucoup plus clair que la Ligue. Et je pense qu'elle a raison. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté des vrais sujets. Par exemple, quand elle dit aussi, si on veut régler la question migratoire, parce que c'est à la mode en France où on en parle en ce moment, on va expulser les délinquants étrangers, je suis pour. Hein. Mais le problème, c'est que... Ce qui est déjà prévu la plupart du temps, oui, ce mais qui le n'est problème, jamais c'est que ce fait. n'est pas appliqué parce qu'on appartient au droit de l'Union européenne, on appartient à Schengen et on appartient à la CEDH. Vous savez que la CEDH, ça nous oblige même à garder des terroristes étrangers condamnés en France, qu'on n'a même pas le droit d'expulser parce que les pauvres iraient dans des prisons trop insalubres dans leur pays. Donc ça s'est passé avec des Algériens. Ce qui est bien, c'est que les prisons françaises deviennent de plus en plus insalubres. Les nôtres le sont aussi. Donc si vous voulez, tant qu'on ne pose pas ces questions fondamentales, ça n'avance pas. Alors moi, je crois qu'en France, ce qui fait que ça n'avance pas assez vite, c'est que les oppositions officielles manquent de courage pour aller sur le fond. Mais maintenant qu'elles sont majoritaires à l'Assemblée, ça nous donne, nous, un pouvoir énorme. On peut faire une pression fondamentale sur elles. Elles sont obligées. Elles ne peuvent plus nous répondre « Non, maintenant, on est minoritaire, on ne peut rien faire, la Macronie a le pouvoir ». C'est ce qu'elles pouvaient nous répondre avant. Elles ne peuvent plus nous répondre ça. Donc, si vous voulez, le pouvoir qu'on a dans la rue, il est décuplé depuis que l'Assemblée est majoritairement d'opposition. Alors, vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises dans cet entretien, Florian Philippot, la possibilité d'aller vers un passeport énergétique. On voit que c'est un sujet qui est fréquemment évoqué, notamment par notre cher Olivier Véran, qui est désormais porte-parole du gouvernement. Il faut éteindre son Wi-Fi quand on part en vacances. Il a fallu aussi baisser son chauffage. Comment vous voyez tout cela arriver et comment analysez-vous cette situation qui finalement a commencé peut-être même avec Greta Thunberg et la publicité que les médias en ont fait depuis longtemps, et donc bien avant la guerre en Ukraine menée par la Russie? Bien sûr, le pass énergétique est né au milieu des années 2000 au Royaume-Uni sous Tony Blair, qui est un mondialiste, qui est un européiste, qui est un covidiste d'ailleurs au passage, qui est un anti-Brexit, c'est vraiment, et qui est un adorateur de toute cette clique, comment il s'appelle là, Schwab, et puis Bill Gates, etc. Donc vraiment, il est dans la soupe mondialiste, totalement, jusqu'au cou, et c'est justement là, et sous son mandat, qu'est née cette idée. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la guerre d'Ukraine. Sauf que la guerre d'Ukraine est une formidable opportunité. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, les sanctions qu'on met en place de l'Union européenne contre la Russie, où on se prive nous-mêmes d'énergie, c'est une folie. Si on regarde sérieusement, c'est une irrationalité totale. Ça n'a absolument aucun sens. De toute façon, l'Ukraine perdra la guerre. Non, mais de toute façon, l'Ukraine perdra la guerre. Nous ne menons pas la guerre, Dieu merci, ce serait une guerre nucléaire mondiale. La Russie est en... Certains le déplorent d'ailleurs, on a vu la journaliste Laurence Haïm qui rentrait de la Maison-Blanche et qui... Mais allez-y Laurence, elle a dit il faut que les Français se sacrifient pour l'Ukraine. Mais Laurence... Sacrifient leurs enfants. Sacrifient leurs enfants, mais Laurence, allez-y la première. Mettez votre casque, votre uniforme, et vous allez dans le Donbass. Et vous allez vous sacrifier. Là, au moins, je dirais, c'est bien. Elle met en concordance ses propos et ses actes. Pour l'instant, je l'ai vu surtout sur les conforts douillés, dans le confort douillet des plateaux télévision français. C'est tout. Donc tout ça est grotesque, irrationnel, dangereux. Et cette histoire de crise énergétique, elle est créée de toutes pièces. Les sanctions que nous mettons en place contre la Russie ne servent à rien. La Russie fait un excédent commercial inédit, historique. De toute façon, elle vend le reste, ce qu'elle ne nous vend plus. Elle le vend à la Chine, elle le vend à l'Inde, elle le vend au Brésil, etc., qui d'ailleurs nous le revendent au passage, ou à l'Azerbaïdjan, puisque Ursula von der Leyen a dit on va acheter plutôt du gaz à l'Azerbaïdjan, sauf qu'on sait qu'ils se fournissent chez les Russes, et que d'ailleurs c'est une dictature bien pire que la Russie. Donc tout ça est complètement irrationnel, n'a absolument aucun sens, sauf s'il y a une autre raison, s'il y a une autre rationalité. Une rationalité qui est celle de nous imposer un monde de restrictions. Comme, si vous voulez, les passes, les masques partout, etc., n'avaient la vaccination complètement délirante, généralisée, etc., ça n'avait non plus aucune rationalité. Sauf s'il y avait une autre rationalité. Si l'autre rationalité, c'était de nous mener vers l'obéissance, la politique des restrictions de liberté. Eh bien là, nous avons la même chose, c'est-à-dire un truc délirant. On se tire une balle dans la tête, on se suicide, on suicide notre industrie. On nous demande de mettre un pull, de baisser le Wi-Fi, de baisser le chauffage. Il y a des gens qui vont probablement même avoir froid, qui vont ne plus manger à leur faim parce qu'on crée à côté des pénuries alimentaires. Enfin, c'est vraiment un suicide. Pour acheter à côté du gaz américain qui est produit dans des conditions environnementales bien pires, etc. etc. Tout ça n'a rien de sens. Si on regarde toutes les décisions qui sont prises, aucune n'a la moindre rationalité. Sauf que, effectivement, ça nous mène vers une société de pénurie et de restriction. Et c'est peut-être ça la rationalité. Voilà. Donc, soit les gens comprennent ce qui se passe et comprennent les liens entre Covid, crise en Ukraine, passe sanitaire, passe vaccinal, passe énergétique, et ils comprennent qu'il y a un continuum, qu'il y a une continuité, qu'il y a une cohérence entre tout cela. Et ils ont les moyens de se rebeller intellectuellement et physiquement, et de sortir de tout ça, et de faire pression sur les oppositions et tout ce qu'on a dit.
Soit ils considèrent que le narratif est le bon et ils mettront 3 pulls et ils couperont le Wi-Fi et ils iront mettre un cierge tous les jours à l'église pour Saint Zelensky, Saint Ursula et Saint Joe Biden. Parce que c'est pour eux, typiquement, qu'on se sacrifie en ce moment. C'est pour les beaux yeux d'un type corrompu en Ukraine, complètement corrompu. Ce que je dis là, on avait le droit de le dire avant, on n'a plus le droit de le dire maintenant. Tous les articles de presse fin 2021, c'était les Pandora Papers, ce type est corrompu, il est brutal, il est autoritaire et machin. Maintenant, c'est un saint, c'est Churchill, a dit notre ambassadeur en Ukraine, rien que ça. Mais on se sacrifie aussi pour Joe Biden et toute la clique autour, puisqu'on va leur acheter plein de gaz. Et eux, il n'y a pas la guerre là-bas. Il n'y aura jamais la guerre là-bas aux États-Unis. C'est ici qu'il y aura la guerre. Et puis on se sacrifie pour Ursula, qui de toute façon n'est qu'un rouage de tout ça. Alors justement, moi, je veux pas de tout ça. Justement, Ursula von der Leyen annonçait que les pays de l'Union allaient devoir baisser leur consommation de 15% de gaz russe. Et dans le même temps, ce qui est assez amusant, parce qu'on nous a beaucoup parlé de la cohérence européenne, de cet élan unanime, dans le même temps, c'est l'ambassadeur hongrois qui est en train de négocier une augmentation des importations dans son pays de gaz russe. Est-ce que ça ne fait pas voler un peu en éclats aussi cette prétendue unité bruxelloise ? Ah bah si, là c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a la Hongrie, bravo, ils sont allés à Moscou faire une conférence de presse entre le ministre des Affaires étrangères hongrois et Lavrov, le ministre russe. Ils commandent 700 millions de mètres cubes de gaz russe en plus. Et c'est-à-dire que c'est un énorme pied de nez, un coup de pied dans les fesses d'Ursula. Ça lui fait du bien, si vous voulez. Et puis j'ai vu que l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie, timidement la France, et je crois que les pressions que chacun met, etc., c'est bien, il faut continuer. Ça a eu son petit impact, parce qu'au début, la France adorait ce plan, qui est un plan allemand, en fait. Et maintenant, voyant que l'opinion publique commençait à hurler sur les réseaux sociaux, la France a commencé à dire non, mais quand même, il faut peut-être pas aller vers 15%, c'est peut-être un peu trop, etc. C'est bien, ça bouge un peu. Donc, tout ça est délirant. Je vous signale que pendant le Covid, à un moment, on a fait des confinements. On a arrêté l'activité économique, etc. Au final, on a réduit notre consommation énergétique de 8%. Là, on demande, alors ça n'est que le gaz, certes, on demande une réduction de 15%. Sans être en situation de confinement, normalement. Croit-on en tout cas. Ni restriction, ni fermeture de magasins ou je ne sais quoi. Donc en fait, c'est vraiment, quand je parlais de se mettre une balle dans la tête, là, pour le coup, une baisse de 15% de la consommation de gaz comme ça dans les mois qui viennent, ça serait vraiment, c'est plus qu'une balle dans la tête, je ne sais pas ce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ça veut dire des millions de chômeurs en plus. Ça veut dire qu'on bascule dans le tiers-monde. Voilà. Mais c'est un plan allemand. Alors justement, Florian Philippot, on sait que les souverainistes sont souvent caricaturés en pointant du doigt systématiquement l'Allemagne. On a envie de vous dire, le gaz russe, ça n'arrange pas les Allemands de plus en avoir. Non, bien sûr, mais ça peut les arranger dans le sens où ça leur permet de profiter d'autres pays européens. Je m'explique. L'Allemagne n'a plus de gaz russe parce qu'elle l'a bien voulu, d'abord. Personne ne l'a forcé, encore une fois. Je rappelle quand même, parce que là, j'entends partout dans les articles de presse, le méchant Poutine nous coupe le gaz. Non mais attendez, reprenez les articles de presse il y a 2-3 mois. Moi, je ne comprends plus rien, là. Personne n'a de mémoire dans ce pays. Il y a 2-3 mois, on nous disait, nous, l'Union européenne, nous voulons faire un embargo sur le gaz russe. Mais c'est bon, vous l'avez. Non mais il ne faut pas faire croire, il ne faut pas renverser la charge. C'est bien nous qui avons voulu au début. C'est bien nous qui avons lancé la guerre. On devait mettre à genoux l'économie russe, faire s'effondrer le rouble, et puis faire des embargos sur le charbon, le pétrole et le gaz. Eh bien on y arrive, formidable, c'est bien. Sauf qu'on n'a pas réussi par contre à faire s'effondrer l'économie russe. C'est la nôtre qui s'est effondrée, et c'est pas le rouble qui s'est effondré, c'est l'euro. Bon, voilà. Ça c'est petit loupé de Bruno Le Maire. Mais l'Allemagne, pour revenir là-dessus, effectivement l'a voulu, elle n'a plus le gaz russe, très bien. Donc qu'est-ce qu'elle dit ? Elle demande à la France de lui livrer du gaz. Donc elle demande à la France d'augmenter ses importations de GNL, de gaz de schiste américain. Donc on va construire des méthaniers flottants, etc. pour recevoir tout ça. Et ensuite on le donne à l'Allemagne. Et j'ai vu Europe 1 expliquer sans faire payer l'Allemagne, puisque paraît-il que le coût du transit est déjà prévu dans le coût du gaz. Je n'ai rien compris, j'ai juste compris qu'à la fin ça voulait dire que l'Allemagne en tout cas paierait rien du tout. Donc en fait on va donner du gaz à l'Allemagne. Bravo, c'est bien. Donc vous voyez l'intérêt pour l'Allemagne, c'est ça aussi. Elle se crée des dépendances. Et au passage, elle nous dit, écoutez, il va falloir réorganiser un ordre européen de sécurité. Vous avez, vous, Français, votre dissuasion nucléaire. On va peut-être mettre un peu d'argent pour vous aider, mais en contrepartie, on en aura le contrôle avec vous.
Ça, c'est la proposition de M. Schäuble, qui est un homme politique important en Allemagne. Il dirigeait l'Assemblée nationale allemande jusqu'il y a quelques mois. Et il a été ministre des Finances pendant très longtemps, etc. Et je rappelle que Olaf Scholz, l'actuel chancelier allemand, en 2018 déclarait dans un discours, à l'époque il était vice-chancelier de Mme Merkel, il déclarait qu'il fallait que la France donne son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU à l'Union européenne. Donc ceux qui dirigent l'Allemagne aujourd'hui, c'est ça. Donc oui, ils peuvent profiter du chaos pour maximiser leur pouvoir et mettre en dépendance d'autres pays, notamment la France. Est-ce que vous diriez que finalement, il y a une forme de gouvernement par le chaos qui est en train de se mettre en place avec Bruxelles ? Il y a un gouvernement qui se met en place par le chaos, bien sûr. Un nouvel ordre par le chaos. Mais c'est vieux comme le monde, cette histoire. Les chaos peuvent permettre de mettre en place un nouvel ordre qui vous arrange. La question, c'est... une fois qu'on a pigé ça, qu'on a compris ça, est-ce qu'on reste les bras ballants sans réagir ou est-ce qu'on réagit ? Il y a des millions de Français qui ont déjà fait le choix de commencer à réagir. Et c'est très bien. Il y a d'autres peuples qui réagissent aussi, on en parlait. Il va falloir maintenant, je crois, accélérer notre réaction et il va falloir profiter de cette opportunité historique d'une Assemblée nationale où l'opposition est majoritaire pour faire une pression démesurée sur ces députés, pour les obliger à poser les vraies questions, à faire les bons choix et à s'asseoir sur ce que demandera le gouvernement. On peut maintenant le faire. Ça, je crois que ce n'était pas prévu dans le plan macroniste. Je pense qu'il était persuadé qu'il aurait la majorité à l'Assemblée nationale. Là, il y a un premier petit caillou dans son plan, dans son projet. C'est à nous d'en profiter. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci. Je crois qu'on se retrouvera à la rentrée pour une grande manifestation. Alors. Oui, ça sera soit tout fin août, soit tout début septembre, mais je communiquerai très très rapidement. Un samedi, ça va être vraiment, je crois, assez phénoménal. Sur tous ces sujets-là, on va dépasser le pass sanitaire. On va inviter tout le monde, des personnalités, les parlementaires d'opposition, et on va commencer à mettre une pression phénoménale. On fera aussi un événement spécial pour les 1 an. J'espère que ça sera réglé d'ici là, mais si ça ne l'est pas, pour les 1 an des suspendus. Vous savez que c'était le 15 septembre. Là, on est en train d'y travailler. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à tous de nous avoir suivis. Je ne l'ai pas dit au début, mais si vous avez oublié, n'oubliez pas de commenter, de partager et de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour améliorer le référencement. À bientôt.